sur un petit déjeuner. Alors après, on a passé la journée à détailler, mais voilà, ça se fait très vite. Après, il y a du travail derrière. Voilà, si ça accroche pas, c'est que c'est pas vendable, c'est pas une bonne idée peut-être. Et donc il faut ce temps de maturation au moment où on sait qu'on a touché le cœur. Et souvent, alors, il y a des gens qui sont très forts pour inventer des cœurs. Je dirais, sont les grands businessmen. Ils arrivent avec une idée qu'ils vous vendent et ils montrent quelque chose et la chose se monte autour de ce cœur. Je ne sais pas si je suis comme ça, j'en sais rien. En tout cas, comme je m'intéresse beaucoup à la construction ou à la fabrication des choses de par mon parcours, je trouve le cœur une fois que je sais comment je vais le fabriquer réellement. Et donc à ce moment-là, je sais où je vais. Mais ça veut dire qu'il y a tout ce travail d'analyse, de compréhension, de reconstruction, de collaboration avec le réalisateur, le décorateur, les gens qui vont être à la production, parce qu'ils ont un avis de leur endroit, ils ont un avis sur la chose elle-même. Donc ils vous renvoient une compréhension de ce qui est, et tout à coup, des fois c'est très différent, vous dites, mais je n'ai pas du tout expliqué comme il fallait. Ou alors ils vous font voir qu'il y a peut-être autre chose derrière. Tout ça, c'est long. C'est amusant ce que vous dites, parce que, intéressant, j'en parlais avec Christophe Vacher vendredi matin au petit déjeuner à l'hôtel, et je lui disais, mais puisque vous travaillez, Christophe, une quinzaine d'années dans le cinéma, l'animation, etc., vous êtes français, comment ça se fait qu'au-delà du marché, qui n'est pas le même que le marché anglo-saxon, comment ça se fait que peut-être pas des grands spéciaux, parce que là, il faut des budgets tels, etc., peut-être qu'on n'a pas, mais pourquoi on n'arrive pas à monter des bons films de science-fiction, sociologique, d'anticipation, terme, etc. en France, pourquoi il n'y a pas de producteurs qui s'y intéressent? C'était avant que... Non, je me permets de répondre tout de suite, parce que ça m'intéresse comme... alors ça touche aussi la question, c'est très français. Et ça touche autant le cinéma que la littérature, que ce qu'on veut, il y a une sorte de scission, de séparation entre... on est très conceptuel, idéologique, on est sur une écriture, sur l'art de l'écriture, mais on oublie parfois que le concret, l'imaginaire, l'histoire, comment dire ça, il y a de la part il y a un certain snobisme en France sur les choses, et du coup on case et on classe les choses en deux catégories, celles qui sont intellectuellement relevées et celles qui sont de l'ordre inférieur, trivial, populaire. Et je ne pense pas d'ailleurs historiquement que ça ait toujours été comme ça. Avant les années 60, il me semble que ce n'était pas totalement comme ça. On voit un acteur comme Belmondo, il a fait autant l'avant-garde que et tout le monde faisait un peu ça. Mais du coup, il y a quelque chose qui s'est cristallisé en France où c'est surtout ça, c'est-à-dire que c'est très compliqué de faire collaborer des gens et monter des projets qui sont transversaux, c'est-à-dire qui associent une recherche, une pensée, une construction, de l'expérimentation, un sens du concept, avec quelque chose qui est plus populaire, plus charnel, plus sensuel, plus direct et immédiat. Ce ne sont pas les mêmes gens. La base, elle est là. Ce ne sont pas les mêmes gens parce que les territoires se sont idéologiquement et ensuite culturellement séparés depuis des années, ce qui fait que les artistes qui travaillent dans tel domaine, on ne les retrouve pas dans tel truc, et les gens qui produisent dans un domaine plus populaire ne connaissent pas ceux qui sont... Et comme en plus ils sont snobés, même s'ils ont beaucoup d'argent, parce que c'est là où il y a plus d'argent, eh ben, ils n'ont pas envie d'y aller pour se prendre... quelqu'un qui leur dit oui, vous faites un truc comme ça, là, c'est bien, c'est intéressant, enfin bon... Mais t'es qui toi pour me dire ça? Voilà, il y a toute cette culture-là en France qui est un vrai frein. Bon, ça va, ça nous rassure, parce que c'est un peu ce qu'on a vu au début avec les dictatures de l'imaginaire. On avait plein de gens prétentieux qui nous expliquaient, du haut des 350 exemplaires vendus et des 200 services de presse envoyés, avec des pages entières dans les grands magazines littéraires français que nous ne nommerons pas. Et puis, à côté de ça, il y avait une littérature parfois extrêmement bien écrite, et aussi bien, voire mieux écrite que ces livres-là, mais qui avait l'étiquette infamante, science-fiction, fantasy, fantastique, surtout moderne, et qui avait bien du mal. Bon, aujourd'hui, on voit qu'il y a un vrai public, et qu'on a à la fois des gens qui sortent des bouquins dans la Pléiade, qui n'ont pas honte de venir ici, de se trouver au milieu et de traiter des grands sujets historiques de la naissance de l'imaginaire dans le monde, et puis en même temps, au milieu des auteurs, des elfes, etc. Visiblement, on sent quand même des choses bougent. Je voudrais être optimiste. Moi, je suis optimiste. Je pense que
d'un point de vue individuel, chacun le sent dans sa vie. Je dis juste que c'est un sujet très difficile à aborder parce que très surpolitisé. Donc on marche en disant ça, et même quand je parle du droit d'auteur au tout début, je ne suis absolument pas contre les éditeurs, contre les auteurs, contre la protection, au contraire. Et venant de l'artistique en plus, c'est presque l'inverse. Je trouve juste... J'allais vous demander d'où vous veniez, votre parcours. Je trouve juste que attention, je ne suis pas centriste, hein, mais que cette rencontre entre des façons de concevoir différentes devrait se faire plus rapidement parce que la politisation extrême rend les choses tendancieuses et le discours dangereux. Le discours est dangereux. C'est ce que je veux dire, on peut très vite être taxé de libéralisme ou de vouloir la mort de l'art, alors que c'est pas... Ou alors écraser le travailleur, ou des choses comme ça. Il y a un gros poids là-dessus et ça pèse sur tout, en fait. Ça pèse sur tous les secteurs d'activité, notamment le secteur de la production artistique, qui, quand même, en France, hors secteur populaire, ne tient quasiment que grâce à l'argent des contribuables, c'est-à-dire à notre argent collectif. Je le connais d'autant mieux puisque j'ai beaucoup travaillé dans le secteur public. Ça n'existe pas dans les autres pays. Et voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire attention à ne pas être sous une bulle coupée du populaire, entre guillemets, parce que c'est une bulle artificielle dans laquelle on peut en effet se respirer et se nommer, mais c'est une bulle totalement artificielle, qui n'a plus aucun fondement au bout d'un moment. On peut se couper de... Voilà. Pour en revenir au réel, on va bientôt approcher, mais c'est l'intérêt aussi qu'on prend cet horaire-là, même si, bon, on n'a pas eu le temps de faire assez de publicité, mais on se reverra, je pense. En tout cas, j'espère, autour d'un film. Justement, quel est le taux de chance? Parce que vous avez plusieurs projets, vous le dites, tout n'est pas sûr d'aboutir, il faut convaincre, il faut trouver des producteurs, il faut investir de l'argent. Sur un projet comme celui-ci, une chance sur 4, une chance sur 10, une chance sur 2? J'ai pas de producteur à convaincre, en fait. C'est vrai. Mais peut-être d'autres financiers, quand même. Ah oui, j'ai des finances à convaincre. Ça dépend. On m'a posé la question hier au repas une autre terme. On a eu une longue discussion avec mon voisin. Je lui ai dit, il y a deux manières de concevoir les choses. Un producteur qui travaille normalement, il y a deux manières normales de travailler. La manière A, c'est voilà, j'ai une société, j'ai les frais généraux qui se montent à temps. Je peux investir tant, donc chaque année, j'investis sur 4 ou 5 projets. À une époque, la moyenne de l'investissement, c'était 300 000 francs. Donc j'ai un peu oublié, parce qu'aujourd'hui, avec la crise, ça a aussi baissé, mais je dirais 30 à 50 000 euros sont investis dans ce qu'on appelle un développement. Ça veut dire on achète des options, puisque je n'ai pas répondu à ce qu'était une option, qui est un droit d'exclusivité. Je paye une petite somme, généralement équivalente à 10% du montant de la transaction finale, du minimum garanti final, parce que comme une avance, c'est la même chose. Le minimum garanti est une avance. Quand on achète les droits d'adaptation, on achète, comme on est en rémunération proportionnelle, on fixe un taux de rémunération proportionnelle. C'est tout. Ça, c'est la première base du contrat. La deuxième, c'est qu'on fixe un minimum garanti, qui n'est pas un avaloir, c'est-à-dire que si jamais le film ne se fait pas, ou s'il ne rencontre pas de succès, l'auteur et l'éditeur n'ont pas à rembourser cette somme-là. C'était la fameuse somme dont je disais qu'elle pouvait être entre 1 euro et 40 000 euros en moyenne. Après, on passe sur d'autres échelles. Mais le producteur, lui, veut tester le marché avant. Il ne veut pas risquer 40 000 euros ou 30 000 euros d'un coup en disant « Ouais, ça y est, j'ai acheté les droits, maintenant, qu'est-ce que je vais en faire ?» Il paye 10% et pendant 1 an et demi, je peux donner, c'est 1 an et demi et 1 an. Ça, c'est fixé par les... Les éditeurs veulent ces durées-là. Un auteur qui n'est pas avec un éditeur ou qui n'a pas cédé une exclusivité à un éditeur peut négocier ce qu'il veut. Il peut négocier 6 mois, 5 ans. Mais pendant 1 an et demi, en payant, imaginons je paye ça à 40 000 euros. Je paye 4 000 euros et pendant 1 an et demi, je suis le seul à pouvoir acheter les droits. Et j'ai droit, dans le contrat, c'est renouvelable, je peux encore le faire une fois pour la même somme pour 1 an. C'est ce qu'on appelle une option. Donc voilà, ça va faire partie de mon budget de développement. Et en moyenne, un producteur peut... le cas numéro 1, le producteur dit je vais développer 4 ou 5 projets pour 30 à 50 000 euros. Donc je vais investir ça, je vais engager un directeur de production, je vais engager un scénariste, je vais engager, etc. etc.
Et je vais tester le marché. Je vais aller voir quelques acteurs très connus avec ce projet, puis je vais voir s'ils répondent. Et au final, il va lui en rester un. Parce que les 4 autres n'auront pas pris tout de suite. Et ben, il les met dans un carton. C'est tout, c'est fini. Mais il sait qu'il en a trouvé un. C'est un phénomène de sélection normale. Hein. Dans un labo, on lance, un gros labo va lancer 5 projets de recherche, je ne sais pas, sur des médicaments. Le premier qui marche et qui se développe, hop, il va entraîner tous les autres, et les autres, ils passent, ils restent dans les tiroirs. Après, il y a l'autre, c'est le cas numéro 2, c'est des producteurs qui s'attachent à ce qu'ils font et qui... Non pas qu'ils s'y attachent pas le premier, hein, mais il doit quand même maintenir une certaine distance avec l'œuvre, parce que s'il ne la fait pas, il risque d'être trop déçu. Dans le second cas, c'est un producteur qui va mettre entre 1 an et 15 ans pour faire un projet. Il veut faire ce projet, alors il le fera quand le marché lui permettra de le faire, c'est-à-dire quand l'argent, les attentes du public ou des financeurs viendront et rencontreront ce qu'il propose. Mais il n'y a pas de... Moi, j'appartiens plutôt à cette seconde catégorie-là. Donc j'allais vous dire 100% de chance. Ou alors ma société fait faillite ou je change de métier, mais ça c'est autre chose. Vous y croyez vraiment que c'est un projet qui peut marcher? Je ne peux pas répondre à cette question, puisque pour moi elle n'existe pas. Sinon je n'aurais pas pris les droits. Je ne fais pas partie de la catégorie numéro 1. C'est par nature. Hein, j'ai produit beaucoup de spectacles avant. Certains, j'ai attendu 13 ans avant de les monter. Mais j'ai réussi à les monter. C'est tout le mal qu'on vous souhaite à tous les deux. Merci.